on m'a empoisonné, le thallium a été mélangé à du Pernod, j'ai eu un goût qui était bizarre, je sais que c'est ça. Et les examens donnent raison à l'intuition de Moumié, c'est bien du thallium qui coulait dans ses veines. Et à l'époque, on était très désarmés contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de le sauver. Et vu l'importante quantité, les analyses montrent que le poison a été ingéré entre 8 et 10 heures avant les premiers symptômes. Et ça colle avec le repas pris au plat d'argent. 1 minute pour tout vous expliquer sur le thallium, c'est parti. À la base, le thallium est un métal qu'on peut couper au couteau. Mais transformé, il devient un puissant poison, sans odeur, presque sans goût. On le trouve dans la morora, il attaque le foie, les reins, le système nerveux, le cœur, les poumons. Les symptômes prennent du temps à s'installer chez l'être humain. Vomissements, troubles du système nerveux, diarrhée, perte de cheveux. Et 1 gramme suffit à tuer un homme ou une femme. Bref, un poison violent et discret qui laisse le temps à l'empoisonneur ou l'empoisonneuse de prendre la fuite. Le plan de l'opération, c'était à coup sûr d'empoisonner Moumié à Genève avant qu'il reprenne son avion vers Le Caire, là où il devait se rendre pour une conférence. Une fois Moumié hors de Suisse pour agoniser, l'empoisonneur aurait été tranquille. Mais la double dose, vous vous souvenez? La dose trop forte a précipité l'agonie de Moumié. Un mauvais calcul que Bechtel va peut-être regretter. Laissez-moi vous parler un peu de Bechtel. William Bechtel, l'homme assis à la table de Moumié soupçonné d'avoir mis une cochonnerie dans son pastis. Bechtel est né d'un siècle que plus personne ici n'a connu, le 19e siècle. 1894. Genevois d'origine avec un passeport français dans les poches. D'abord, il est ingénieur chimiste, mais il est surtout militaire. C'est un ancien combattant. Bechtel, l'officier, a reçu des médailles militaires à s'en faire un mal de dos. Il a 64 ans quand il s'installe à Genève. Il se prétend parfois vendeur de voitures, parfois journaliste. C'est vrai qu'il signe quelques articles sous le pseudonyme de Claude Bonnet, notamment publiés dans le journal La Suisse, un journal sérieux qui n'hésite pas à l'engager comme pigiste spécialiste de l'Afrique. Journaliste de temps en temps donc, mais William Bechtel est surtout réserviste pour le service français de documentation extérieure et de contre-espionnage. En gros, c'est un agent secret. Voici comment travaillait le réserviste William Bechtel. Sur ordre des services secrets, il prenait en filature les personnes qu'on lui désignait, relevait leurs habitudes et leurs contacts. Les personnes suivies par Bechtel avaient toutes un point commun. Elles soutenaient des mouvements africains d'indépendance. Et toutes seront victimes de la Main Rouge, un commando de tueurs des services secrets français. Il habite à Chênebourg. D'après le voisinage, il n'y vit que quelques mois par année. Il n'a lié de contact avec personne et sa maison est extrêmement pratique pour un agent secret. Une entrée classique qui donne sur la rue et une entrée qui donne de l'autre côté à 2 pas de la douane de Moelle-Sula. Un pied en Suisse et un pied en France, c'est très pratique quand on a envie de disparaître et Bechtel va bientôt en avoir besoin. Maintenant que vous en savez plus sur Bechtel, on peut reprendre le fil de notre histoire. William Bechtel était bel et bien présent au dernier repas de Moumié. Ça, la police le découvre rapidement. Mais pourtant, il n'est pas inquiété tout de suite par la police genevoise. Il faut attendre 15 jours après la mort de Moumié pour que le domicile de Bechtel soit perquisitionné. La police a saisi chez Bechtel des masses de photos. À première vue, des images banales. Mais elles trahissent les activités secrètes de Bechtel. Selon la police fédérale, il s'agirait d'instructions à l'intention de commandos chargés de tuer ou d'enlever des personnes. La police découvre des preuves que Bechtel espionnait Moumié. Des photos, par exemple, cachées dans une collection de timbres, mais aussi des notes personnelles retrouvées dans un cahier, des notes qui font froid dans le dos. Je sais briser la nuque d'un homme sans qu'il ait le temps de crier. Je sais tuer, mais j'ai l'air inoffensif. Dans son appart, on retrouve un plan qui détaille le scénario de l'empoisonnement au restaurant Le Plat d'Argent. Et dans les poches de son veston, on retrouve des traces de thallium. Ce qui est sûr, c'est que l'enquête commence 15 jours après l'hospitalisation de Moumié à l'hôpital de Genève. 15 jours, alors que globalement les symptômes sont très clairs, très vite, il est dit que c'est un empoisonnement. 15 jours, c'est énorme. Ça veut dire que Bechtel s'est envolé, ça veut dire qu'il y a eu procrastination à ouvrir l'enquête. J'en veux pour preuve aussi qu'il faut 1 mois pour que la perquisition du domicile de William Bechtel se fasse. 1 mois, c'est très long. Donc on a évidemment en tête que le chef de la police de Genève, qui n'est autre que Charles Knecht, soit véritablement connecté à Bechtel et lui laisser le temps de s'organiser, de se retourner et de pouvoir
partir et être mis à l'abri, comme on dit dans le jargon des services secrets, d'être mis au vert. Bechtel devient officiellement le suspect numéro 1. Ne reste plus qu'à le trouver. Mais il a subitement disparu. Sa photo se répand dans les commissariats. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui. La police le cherche et lui, pendant ce temps, il est peinard à Neuilly. Il a 66 ans et profite de sa pension de retraité d'officier de l'armée française. Cette vie-là va durer presque 14 ans. Tant qu'il reste en France, dans les limites du pays, il semble bien protégé. Les autorités françaises ne font rien pour le livrer à la justice suisse. Mais William Bechtel est de ceux qui aiment jouer avec les limites. Alors en 1974, à presque 80 balais, il fait un truc fou. William Bechtel sort du territoire français. Il entre en Belgique. Et à l'hôtel, sans réfléchir, il écrit son vrai nom sur le registre. Et il se fait arrêter comme un novice. Direction Genève. Il est extradé vers la Suisse et placé sur le banc des accusés. Le procès va enfin avoir lieu. On va enfin savoir si c'est lui qui a empoisonné Félix Moumié. Mais à peine emprisonné, William Bechtel a retrouvé sa liberté provisoire grâce à une caution de 100 000 francs. On est en 1976, il doit comparaître, mais il est à peu près certain d'être bientôt acquitté. Et ça ne va pas manquer. À la barre pour le défendre, un des avocats les plus connus de Suisse romande, Marc Bonan. Tout jeune à l'époque. Mais non, Bechtel n'a pas empoisonné Moumié. Mais non, on n'envoie pas un officier supérieur de l'armée pour ce genre de sale boulot. Et s'il a quitté Genève le lendemain de l'empoisonnement, c'était un hasard. Le thallium dans ses poches. Mais voyons, la police a mis 3 semaines avant de faire une perquisition. Quelqu'un a pu entrer chez Bechtel et le mettre. Ou alors ce sont des allumettes. Il y a du thallium dans les allumettes. Et la plaidoirie de Marc Bonan convainc. Un non-lieu est prononcé, l'affaire est enterrée, le procès n'aura pas lieu. William Bechtel est très âgé mais libre. Pour Karine Ramondy, comme pour beaucoup de chercheurs et de chercheuses, le non-lieu a peut-être été prononcé un peu vite. Comme le susurrait Félix Moumié sur son lit de mort, la main rouge y est peut-être pour quelque chose. La Main Rouge, cette organisation de police parallèle, non officielle, ce réseau qui se chargeait à l'époque de liquider des trafiquants d'armes par exemple, mais aussi et surtout des leaders indépendantistes africains. Reste le rôle de Liliane, qui est très mystérieuse dans cette affaire. C'est elle qui aurait averti Bechtel de la présence de Moumié à Genève. Tu parles d'une amante. Elle dira haut et fort, par exemple ici dans l'illustré, que c'est elle seule qui a mangé avec Moumié le soir de l'empoisonnement. Elle reconstituera même sa pseudo-soirée du 15 octobre 1960 pour les photographes. Comme si elle essayait d'innocenter Bechtel, ou en tout cas de perdre les enquêteurs. Retour à la mort de Félix Moumié, novembre 1960 à Genève. Marthe Moumié, comme si elle savait que la vérité serait difficile à obtenir, a une priorité à Genève: prendre soin de la dépouille de son mari. On imagine mal un indépendantiste camerounais se faire inhumer à Genève, ça n'aurait aucun sens. Et le rapatriement du corps vers le Cameroun est politiquement impossible. Sékou Touré est alors président de la Guinée et c'est lui qui va payer le cercueil. C'est lui qui va payer pour embaumer Félix Moumié et finalement payer pour affréter un avion spécial vers Conakry. 17 jours après sa mort, Félix Moumié est enterré avec les honneurs dans son pays refuge. Mais en 2005, 45 ans après les événements, quand Marthe Moumié retourne au cimetière, le choc est énorme. Ça, c'est ouvert. Ça n'était pas ouvert comme ça. Le corps était comme ça. Il y avait 2 cercueils français ici. Et le cercueil de Moumié était là. Mais ce trou n'a pas laissé ce trou-là. Qu'est donc devenu le cercueil de Moumié? Le gardien du cimetière nous explique que lors de travaux, des inconnus ont emmené le cercueil et ont abandonné l'intérieur métallique dans un coin, à l'autre bout du cimetière. Et donc il n'y a pas de sépulture, le deuil ne peut pas être véritablement fait par sa famille. C'est la première chose. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on sait que Heijo, par exemple, aurait envoyé un courrier demandant pourquoi le corps n'est pas revenu, ce qui est une façon de se dédouaner, puisqu'on sait très bien qu'à l'époque, il était hors de question de faire, on va dire, des funérailles à Moumié dans le contexte de 1960-1961.
Mais c'est ce qu'on appelle les courriers diplomatiques dédouanants. D'après les archives qu'on a fouillées, les agents secrets et les espions à Genève, c'était pas rare. Et les services secrets suisses n'étaient pas de simples spectateurs. Et c'est même l'ancien chef des services